Imaginez, là, tout de suite, un matin sans argent. Pas de billets, pas de carte, aucun solde sur votre compte. Comment est-ce qu'on règle son café? Comment on paye son loyer? C'est une situation qui paralyse absolument tout. Et ça nous force à nous poser une question qu'on ignore la plupart du temps. Au fond, qu'est-ce que c'est l'argent? Si ce n'est pas juste de l'or ou des bouts de papier, alors c'est quoi? La réponse, vous allez le voir, est à la fois incroyablement simple et vraiment surprenante. Alors pour bien comprendre, on va faire un petit voyage. On va commencer par le problème du troc. Ensuite, on verra comment l'invention de la monnaie a tout révolutionné et comment on est passé de l'or à une simple idée de confiance. Puis, on va s'attaquer au cœur du sujet. Qui crée vraiment l'argent? La réponse risque de vous étonner. Et enfin, on verra pourquoi tout ce système tient debout. C'est parti. Avant l'argent, il y avait le troc. Et croyez-moi, pour saisir à quel point l'argent est une invention de génie, il faut d'abord comprendre pourquoi le troc, c'était un véritable cauchemar logistique. En fait, le troc butait sur 4 problèmes énormes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins. Il faut que je veuille ce que vous avez au moment même où vous voulez ce que j'ai. Imaginez un forgeron qui a besoin de pain. Si le boulanger a déjà tous les outils qu'il lui faut, eh bien, l'échange est bloqué. Ensuite, la divisibilité. Comment on fait pour payer une paire de sandales avec un quart de vache vivante? C'est impossible. Troisième souci, la conservation. Si votre fortune, c'est du poisson, elle ne va pas durer bien longtemps. Et enfin, la mesure de la valeur. Combien de poulets valent un cheval? Sans une référence commune, chaque transaction est une négociation interminable. Bon, face à ce vrai casse-tête, l'humanité a mis au point l'une de ses plus grandes innovations, la monnaie. Un outil conçu spécifiquement pour résoudre un par un tous les problèmes du troc. Et cette solution n'est pas apparue du jour au lendemain, ça a beaucoup évolué. Au début, c'était des objets, des coquillages, du sel, d'ailleurs le mot salaire vient de là. Puis, au 7e siècle avant notre ère, en Lydie, l'actuelle Turquie, on voit apparaître les premières pièces de monnaie. Ça, c'est un grand pas. Bien plus tard, au XVIIe siècle, les reçus que donnaient les orfèvres pour l'or qu'on leur confiait sont devenus les premiers billets de banque. Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, la quasi-totalité de notre argent n'est plus qu'une ligne de code, une donnée numérique dans les serveurs des banques. Mais la plus grande révolution, elle n'est pas technologique, elle est conceptuelle. C'est le moment où la monnaie a cessé d'être un objet qui a de la valeur en soi, comme de l'or, pour devenir une simple idée. C'est la naissance de ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Fiduciaire vient du latin fides, qui veut dire la foi, la confiance. Tout est dans le mot. C'est une monnaie qui n'est plus garantie par de l'or dans un coffre, mais uniquement par la confiance collective qu'on a tous dans l'institution qui l'émet, comme un État ou une banque centrale. Le point crucial, il est là. Un billet de 20 € n'a de la valeur que parce que vous, moi, le boulanger, tout le monde est d'accord pour croire qu'il a cette valeur. C'est un immense contrat social, un pacte de confiance à l'échelle d'un pays entier. Si demain cette confiance disparaît, le billet redevient ce qu'il est physiquement, un simple bout de papier coloré. Et cette idée de confiance nous amène directement à la partie la plus déroutante de cette histoire, celle qui bouscule une idée qu'on a presque tous sur l'origine de l'argent. Alors, qui crée cet argent? Spontanément, on pense à l'État, à la banque centrale, qui fait tourner la planche à billets. Eh bien, c'est une toute petite partie de la réponse. La réalité est beaucoup plus surprenante. Il faut distinguer 2 types de créateurs. D'un côté, oui, il y a la banque centrale. C'est elle qui imprime les billets et frappe les pièces. C'est en quelque sorte l'imprimante de l'argent physique. Mais de l'autre côté, il y a les banques commerciales, celles où on a nos comptes. Et elles ne sont pas l'imprimante, elles sont le moteur. Elles créent l'immense majorité de l'argent, pas en l'imprimant, mais en l'écrivant, numériquement, à chaque fois qu'elles accordent un crédit. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du phénomène, regardez ce chiffre. Dans nos économies, les billets et les pièces, l'argent qu'on peut toucher, ça représente moins de 10% de tout l'argent en circulation. Moins de 10%? Alors la question est évidente, non? D'où viennent les 90% qui restent? Cet argent qui n'existe que sous forme de chiffres sur des écrans, qui le fabrique? Alors attention, c'est là que ça devient fascinant. Quand une banque accorde un prêt, disons de 100 000 € pour un appartement, elle ne va pas chercher cet argent dans le compte d'un autre client. Non, elle le crée à partir de rien, ex nihilo. Elle tape simplement plus 100 000 € sur le compte de la personne qui emprunte. C'est une simple écriture comptable. Et à cet instant précis, 100 000 € de nouvel argent viennent d'être créés. Cet argent est juste une promesse de remboursement. Et au fur et à mesure que le prêt est remboursé, cet argent est progressivement détruit. Il disparaît du système. C'est fou, non? Bon, après cette révélation, on peut se demander, mais comment un système qui crée de l'argent à partir d'une simple écriture peut-il bien fonctionner? Eh bien, il tient parce que la monnaie, qu'elle soit physique ou numérique, remplit 3 fonctions économiques absolument essentielles.
Et vous allez voir, c'est très logique. Ces 3 fonctions sont les solutions directes au problème du troc. Premièrement, la monnaie est un intermédiaire des échanges. C'est l'outil universel pour acheter et vendre. Fini le problème de la double coïncidence. Deuxièmement, c'est une unité de compte, un étalon commun pour tout mesurer. Fini les négociations sans fin sur la valeur d'un cheval en poulet. Et troisièmement, c'est une réserve de valeur. Ça permet de mettre sa richesse de côté sans qu'elle ne pourrisse, contrairement à notre poisson du début. Finalement, si on devait résumer tout ça, on pourrait dire que l'argent, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, c'est avant tout une promesse. La promesse que le chiffre qui est sur un compte pourra, demain, être échangé contre de vrais biens et de vrais services. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question, une question un peu vertigineuse. Si tout notre système monétaire repose sur une promesse collective, que se passe-t-il le jour où la confiance dans cette promesse s'effondre ? C'est peut-être là que réside toute la puissance, mais aussi l'incroyable fragilité de notre monde moderne.